Salut, c'est Arnaud. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes peuvent être infidèles. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le livre dont je t'ai parlé la semaine dernière, The Evolution of Desire, écrit par le professeur David Buss. Dans ce livre, en fait, on va s'intéresser principalement à un chapitre dans le livre qui s'appelle « Les stratégies sexuelles cachées des femmes ». Dans ce chapitre, il y a 4 parties, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à une partie. Et donc, l'une des parties de ce chapitre s'intitule « Pourquoi les femmes ont-elles des liaisons ?» Pour répondre à cette question, en fait, l'auteur et d'autres collègues à lui ont mené de nombreuses études. Mais avant de faire leurs études, en fait, ils ont émis une série de 5 hypothèses. Et les 5 hypothèses, on va les voir dans le cadre de cette vidéo pour essayer de voir dans quelle mesure elles peuvent être pertinentes ou non pour justement expliquer ce comportement-là que peuvent avoir les femmes en fait. Je vais d'abord te donner les hypothèses comme ça, les unes à la suite des autres, et ensuite on va rentrer dans le détail de chacune des hypothèses en fait, pour essayer de comprendre justement dans quelle mesure elles peuvent être pertinentes ou non. La première hypothèse qu'il formule dans cette partie-là, c'est d'essayer de savoir si le fait que les femmes soient infidèles soit dû au fait qu'elles veuillent réaliser leur fantasme. La deuxième hypothèse consiste en fait à savoir si le fait d'être infidèle pour une femme pourrait augmenter ses chances de se reproduire. La troisième hypothèse consiste à savoir si l'infidélité des femmes serait due au fait qu'elles veuillent recevoir des ressources et la protection d'un autre homme. La quatrième hypothèse se base davantage sur la recherche des bons gènes entre guillemets. Et enfin, la cinquième hypothèse qu'il formule en fait dans le livre, dans ce chapitre, c'est de savoir si le fait d'être infidèle pour une femme serait éventuellement un moyen pour elle de changer entre guillemets de partenaire en fait. Concernant donc l'hypothèse de la réalisation des fantasmes, l'auteur et des collègues à lui avec qui il a travaillé ont mené une étude sur 349 individus qu'ils ont interrogés en fait pour essayer de savoir quel était le contenu de leur fantasme sexuel. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que plus de 87% de ces individus-là reconnaissent avoir eu des fantasmes sexuels qui impliquaient en fait des personnes qui étaient différentes de leur partenaire actuel en fait. Et le plus parlant dans tout ça, c'est que 80% des femmes dans cette étude reconnaissent avoir eu des fantasmes sexuels impliquant des hommes qui étaient différents de ceux avec qui elles partageaient leur vie. Mais pour nuancer un peu les résultats de cette étude, ce que l'auteur nous explique aussi, c'est que en fait, la majorité des fantasmes sexuels des hommes et des femmes impliquent finalement leur partenaire en fait, ceux avec qui ils partagent leur vie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là l'auteur il s'est intéressé vraiment au contenu des fantasmes sexuels des hommes et des femmes. Et ce qui en ressort par rapport à ça, c'est que 64% du contenu des fantasmes sexuels des femmes impliquait en fait leur partenaire. Et à l'opposé, 54% du contenu des fantasmes sexuels des hommes impliquait les femmes avec qui ils partageaient leur vie en fait. Et du coup, ils en sont venus à se poser la question de savoir si le fait de réaliser leur fantasme était une réelle motivation chez les hommes comme chez les femmes pour être infidèles. Et on se rend compte finalement que d'un sexe à un autre, ça varie énormément en fait. Là à nouveau, ils se sont en fait intéressés au contenu des fantasmes sexuels des hommes et des femmes. Du côté des hommes, ils ont fait une distinction entre les hommes qui étaient fidèles et les hommes qui étaient infidèles. Et à l'opposé, ils ont fait la même chose concernant les femmes et le contenu de leurs fantasmes sexuels en distinguant bien les femmes qui étaient infidèles de celles qui étaient fidèles. Et ce qui ressort de cette étude, en fait, c'est que finalement 54% du contenu des fantasmes sexuels des hommes fidèles impliquait d'autres femmes. Et à l'opposé, 55% du contenu des fantasmes sexuels des hommes, pour le coup, infidèles, impliquait d'autres femmes. Et donc, dans cette distinction-là, au sein même des hommes, c'est-à-dire d'un côté en ayant des hommes infidèles et de l'autre des hommes fidèles, on se rend compte que finalement, le contenu de leur fantasme sexuel était à proportion égale en fait. Donc, ce n'était pas une motivation pour eux d'être infidèles. Et à l'opposé, concernant les femmes pour le coup, ce qu'on remarque, c'est que pour les femmes fidèles, seulement 30% de leur fantasme sexuel implique d'autres hommes, et à l'opposé, chez les femmes infidèles, 53% de leur fantasme sexuel implique
d'autres hommes. Ce qu'il tire de cette observation-là, c'est que finalement, le fait d'être infidèle pousserait davantage les femmes à avoir plus de fantasmes, ce qui invalide finalement l'hypothèse selon laquelle les femmes seraient infidèles pour réaliser leurs fantasmes. En ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle l'infidélité augmenterait les chances de la femme de se reproduire, là aussi, l'auteur et ses collègues ont botté en touche cette hypothèse pour la simple et bonne raison qu'il est impossible pour une femme d'avoir plus d'une grossesse par an, compte tenu du temps que ça prend, 9 mois, et compte tenu également de tout ce que peut impliquer une grossesse de 9 mois, que ce soit les investissements en temps, en énergie et en effort, qu'ils soient psychologiques, mental ou physiques. Donc c'est une hypothèse qui n'a aucun sens, mais qui s'appliquerait parfaitement à un homme, puisqu'un homme, lui, il peut se reproduire quand il veut. Concernant l'idée selon laquelle recevoir des ressources ou même la protection d'un autre serait également une motivation pour les femmes pour être infidèles, là aussi ça n'a pas vraiment de sens, étant donné que si la femme en fait elle est déjà impliquée dans une relation avec un autre homme, a priori, à ce niveau-là, elle est déjà quelque part comblée en fait. Et même aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus indépendantes en fait. Si on compare par exemple ça aux époques précédentes en fait, aux époques passées, et c'est en particulier vrai dans les sociétés occidentales, en Europe occidentale. Donc aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens pour une femme d'être infidèle sous prétexte qu'elle voudrait obtenir des ressources ou la protection d'un autre homme en fait. Finalement, l'auteur et ses collègues avec qui il a travaillé pour réaliser toutes ces études ont décidé d'abandonner complètement ces 3 premières hypothèses, c'est-à-dire commettre une infidélité pour réaliser ses fantasmes, commettre une infidélité pour augmenter ses chances de reproduction et commettre une infidélité pour recevoir des ressources ou la protection d'un autre homme. Et malgré le fait que l'auteur et ses collègues avec qui il travaille pour mener ses études ont décidé de mettre de côté ces 3 hypothèses, en fait la question elle persiste de savoir pourquoi est-ce que les femmes peuvent être infidèles, pourquoi est-ce qu'elles peuvent tromper, pourquoi est-ce qu'elles peuvent avoir des aventures finalement, compte tenu de tous les risques que cela engendre, le risque d'être abandonné, le risque d'une séparation, le risque de se mettre en danger également, que ce soit physiquement, psychologiquement, ou même le risque de fragiliser leur réputation en fait, tout comme la mise en péril des enfants en croissance. Et donc l'auteur continue à se poser cette question de vraiment savoir pourquoi les femmes peuvent parfois prendre ce risque-là, compte tenu du temps et de l'énergie que peuvent demander le fait d'avoir une liaison ou une aventure en fait. Et pour mieux expliquer finalement le fait que les femmes peuvent avoir des liaisons ou des aventures en dehors de leur relation, l'auteur et ses collègues se sont penchés sur 2 autres hypothèses, la première étant celle qu'ils appellent la recherche des bons gènes. Et ce que l'auteur nous explique en fait dans le livre, c'est que la femme sera plus à même de conserver des gènes qui seront meilleurs que ceux de son partenaire actuel en fait. Et pour mieux comprendre ça, il y a un livre que moi je trouve absolument fascinant qui s'appelle La guerre des spermes, écrit par un autre auteur qui s'appelle Robin Baker. Et dans ce livre en particulier, il y a un chapitre dans lequel l'auteur nous raconte en fait l'histoire d'un couple qui essaye d'avoir un enfant ensemble, qui essaye de concevoir, mais sauf que depuis plusieurs tentatives en fait, cela n'aboutit pas. Et il se trouve que la fois où ils ont décidé de retenter l'expérience, il y a un ami de la femme en question qui avait décidé de venir lui rendre visite dans la ville dans laquelle le couple habite en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là en fait, étant donné que la femme et cet ami qui est venu lui rendre visite avaient déjà eu une histoire ensemble par le passé, ils ont eu une liaison ce jour-là lorsque son ami est venu lui rendre visite. Et étant donné que c'était le jour où cette femme et son mari devaient retenter de nouveau l'expérience pour concevoir, après cette liaison, cette aventure justement avec cet ami qui était venu lui rendre visite, ce jour-là même, après sa visite, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a retenté l'expérience avec son mari et comme par miracle, elle est tombée enceinte. Il y a une autre série que je trouve aussi fascinante que ce bouquin parce que la série en question illustre en
en fait en images différentes scènes que l'on retrouve dans ce livre qu'on appelle La guerre des spermes, et cette série s'appelle The Affair. Je pense que tu n'auras aucune difficulté à la trouver sur Netflix ou Internet. Mais pour en revenir finalement au livre dont je te parlais, The Evolution of Desire, concernant cette hypothèse de la recherche des bons gènes, l'auteur et ses collègues ont décidé de mener une nouvelle étude qui consistait à savoir finalement auprès des femmes quelles étaient les qualités chez un homme qui feraient qu'elle le choisirait comme partenaire si jamais elle devait avoir une liaison ou une aventure avec un autre homme. Et pour mener à bien cette étude, en fait, l'auteur et ses collègues ont mis en jeu plusieurs variables: l'expérience sexuelle de l'homme, son âge, son statut social, ses revenus et ce qu'il appelle le style d'attachement. En plus de ces variables, ils ont pris en compte deux indicateurs révélateurs de bons gènes qui sont une apparence physique attractive et un physique symétrique. Et si tu veux en savoir davantage concernant ces deux aspects, je t'invite à regarder la vidéo que je te mets dans la fiche. Mais le résultat de cette étude, c'est que les femmes préféraient finalement avoir une aventure avec des hommes à l'apparence symétrique plutôt que l'inverse. Et ce que nous dit l'auteur aussi, c'est que ces mêmes hommes à l'apparence symétrique ont eux aussi tendance à avoir plus souvent des aventures avec des femmes qui sont déjà impliquées dans une relation avec quelqu'un d'autre en fait. Et donc, pour valider cette hypothèse, l'auteur conclut en disant que les femmes qui choisissent les hommes ayant ces caractéristiques-là optent peut-être pour des partenaires qui portent effectivement des gènes susceptibles d'augmenter les chances de survie et de reproduction de leur progéniture, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à cette recherche de bons gènes, entre guillemets, comme l'auteur en parle dans son livre, et c'est une chose qu'il n'a malheureusement pas précisé, mais qu'il aurait dû, à mon avis, c'est que cela ne part pas en fait d'une décision rationnelle. C'est pas comme si la femme disait qu'elle allait rechercher des bons gènes, comme lorsqu'elle prend par exemple la décision d'aller dans un supermarché pour faire ses courses. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que c'est vraiment quelque chose d'instinctif en fait. C'est vraiment inconscient dans la mesure où finalement, c'est pas la femme qui recherche activement les gènes, mais lorsqu'elle va se retrouver face à cet homme qui remplit en fait les critères dont on a parlé, qui ferait de lui un bon reproducteur, généralement c'est quelque chose qui tombe dessus à la femme en fait. C'est-à-dire qu'elle ne décide pas d'elle-même d'aller chercher chez un autre homme des bons gènes. Et donc à ce moment-là en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le cerveau primitif quelque part qui rentre en jeu. Donc c'est vraiment une précision à bien avoir en tête. C'est pas une décision rationnelle de la femme. C'est pas elle qui décide d'elle-même qu'elle va aller rechercher ces bons gènes en fait. Alors, changement de décor, puisque là on se trouve sur mon écran d'ordinateur pour la dernière hypothèse concernant le changement de partenaire. Donc on est bien en train de lire The Evolution of Desire, chapitre 11, les stratégies sexuelles cachées des femmes. Dans ce chapitre, on est dans la partie justement concernant la question de savoir pourquoi est-ce que les femmes ont des liaisons, pourquoi est-ce que les femmes ont des aventures. Maintenant, on va s'intéresser à la dernière hypothèse dont parle l'auteur, qui est le changement de partenaire en fait. Et ce qu'il explique, c'est que la volonté de changer de partenaire peut aussi être en tout cas une des raisons pour lesquelles une femme peut commettre une infidélité, soit parce qu'elle n'est pas satisfaite de son partenaire actuel, soit parce qu'elle n'est pas satisfaite par son partenaire actuel, ou tout simplement pour pousser le partenaire à rompre avec elle aussi. Ça peut également être pour la femme une solution de substitution ou alors de transition quelque part. Et ce que l'auteur nous explique aussi, c'est que cette approche-là, qui est de commettre une infidélité pour un changement de partenaire, peut également être une façon pour la femme de tester quelque part son attractivité, sa désirabilité aux yeux des autres hommes. Mais ce que l'auteur nous explique aussi pour nuancer en fait cette raison-là, c'est que la femme n'a pas besoin d'en arriver à commettre une infidélité pour vérifier son attractivité ou sa désirabilité, parce qu'il lui suffira tout simplement d'un simple flirt ou tout simplement d'observer finalement le comportement des hommes qui se trouvent dans le même environnement qu'elle en fait. Et donc pour finalement valider cette hypothèse selon laquelle la motivation de changer de partenaire peut être à l'origine d'une infidélité, l'auteur et ses collègues à nouveau ont réalisé 4 études pour mieux expliquer cela. Alors la première étude, elle consistait en fait à demander à 58 femmes quelle était la probabilité pour elles de tirer satisfaction finalement d'une liaison qui pourrait leur offrir
28 bénéfices qu'ils ont listés en fait. C'est-à-dire que pendant cette étude, les 58 femmes en fait étaient quelque part guidées pour donner leur réponse. Et les 28 bénéfices dont nous parle l'auteur, ils vont du fait d'améliorer pour la femme ses compétences en tant que séductrice, jusqu'à recevoir des biens matériels. Et le résultat de cette étude montre finalement que la motivation principale pour laquelle, l'une des motivations principales pour laquelle les femmes pourraient être infidèles, ça relève bien de leur volonté de changer finalement de partenaire en fait. Et les raisons qu'elle donne sont les suivantes: trouver un partenaire beaucoup plus désirable que le partenaire actuel, rendre plus facile finalement la rupture avec le partenaire actuel, être en mesure de remplacer le partenaire avec qui elle se trouve actuellement, rencontrer des prétendants qui seraient potentiellement intéressés par elle et aussi clarifier les critères qui, selon elle, seraient importants chez quelqu'un avec qui elle serait impliquée dans une relation, et enfin être en mesure de mieux évaluer ce que d'autres prétendants pourraient penser d'elle. Toujours pour valider cette hypothèse selon laquelle la volonté des femmes de changer leur partenaire pourrait être une motivation pour elles d'être infidèles, l'auteur a réalisé une deuxième étude, cette fois qui implique 101 femmes, à qui il demandait de déterminer finalement parmi 47 circonstances quelles étaient celles qui pouvaient augmenter finalement la probabilité qu'elles se retrouvent impliquées dans une aventure avec un autre homme différent de leur partenaire actuel. Et ces 47 circonstances vont en fait du fait d'apprendre que leur partenaire actuel a été infidèle jusqu'au fait que le partenaire avec qui elle se trouve actuellement est finalement un mauvais coup. Et ce qui ressort de cette étude avec les 101 femmes, c'est également le fait qu'elles seraient grandement motivées par le fait de commettre une infidélité pour trouver un nouveau partenaire avec qui, premièrement, elles sentiraient qu'elles seraient plus compatibles en fait, par opposition à celui avec qui elles sont déjà. L'une des deuxièmes raisons, ce serait pour elles de rencontrer quelqu'un qui serait plus à même de passer beaucoup de temps avec elles. Une troisième motivation serait pour elles de trouver quelqu'un qui serait tout simplement plus beau que le partenaire avec qui elles se trouvent, ce qui indirectement supporterait également l'hypothèse des bons gènes, comme nous dit l'auteur ici, étant donné qu'un physique attractif est quelque chose d'héritable. Ensuite, la troisième étude que l'auteur a réalisée en coopération avec l'une de ses collègues consistait en fait à avoir un retour d'expérience finalement de nombreuses femmes ayant activement vécu des histoires courtes. L'idée étant d'avoir leur perception des avantages d'une liaison en fait. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que ces femmes avaient pour but de trouver des partenaires plus disponibles et également de découvrir des partenaires qui seraient beaucoup plus intéressés par elles en fait. Et donc tout ça pour dire que l'hypothèse d'un changement de partenaire finalement peut justifier le fait qu'une femme soit infidèle, justifier le fait qu'elle peut avoir des liaisons ou une aventure avec quelqu'un d'autre. Et enfin, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'auteur nous explique finalement que l'une des raisons pour lesquelles les femmes peuvent être infidèles ou peuvent avoir des liaisons avec d'autres hommes, c'est que cela peut contribuer à rebooster leur ego en fait. Et c'est ce que partagent certaines d'entre elles ici en disant que celui avec qui elles auraient une liaison leur ferait mieux se sentir que leur partenaire actuel. Elles se sentiraient aussi beaucoup mieux par rapport à elles parce que leur partenaire les respecte. Également parce que le partenaire avec qui elles pourraient avoir une liaison ou une aventure s'intéresserait davantage aux détails de sa vie, ce qui fera en sorte qu'elle se sente beaucoup mieux lorsqu'elle se trouve en compagnie de ce partenaire. Enfin, il y a d'autres raisons qu'elle partage qui peuvent être le fait de se sentir importante, intelligente, belle et sexy. Et finalement, ce qui ressort de toutes ces observations, de toutes ces études menées par l'auteur, c'est qu'il en vient à retenir finalement deux raisons principales pour lesquelles les femmes peuvent être infidèles, avoir des liaisons ou des aventures avec d'autres hommes. D'une part, ce qu'il nous explique ici, c'est que les femmes qui sont en couple et qui ont des liaisons, elles le feront dans le but finalement de servir la fonction des bons gènes. En l'occurrence, recevoir les ressources et la protection d'un homme et recevoir des meilleurs gènes d'un autre homme. Et à l'opposé, les femmes qui auront des liaisons ou des aventures avec d'autres hommes auront simplement pour motivation de finalement changer de partenaire et de trouver un nouveau partenaire qui leur correspondrait davantage, qui remplirait. Alors, en relisant cette partie du chapitre The Evolution of Desire, globalement, je suis assez d'accord avec les observations et les études et les conclusions que tire l'auteur.
Mais simplement, je ne pense pas que moi j'aurais mis à la poubelle en fait l'hypothèse de la réalisation du fantasme. Mais pour mettre en relation en fait cette lecture qu'on vient de faire ensemble, toi et moi, avec l'histoire et l'expérience que j'ai partagée avec toi la semaine dernière, finalement, pour mieux l'expliquer, moi, j'ai deux hypothèses justement. Soit cette fille, elle avait un fantasme et elle voulait le réaliser, soit effectivement, on peut avancer l'hypothèse des bons gènes. Mais je pense qu'en fait, il nous manque un élément pour mieux expliquer finalement pourquoi cette histoire elle est arrivée aussi rapidement. Et pour cela, on va s'intéresser la semaine prochaine à la question de savoir si le cycle menstruel des femmes influence leur comportement sexuel. Toujours en s'appuyant sur le livre de David Boss, The Evolution of Desire. Donc moi je vais en rester là. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt dans un prochain podcast. Et comme toujours, plus que jamais, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut!